Bonjour, nous sommes arrivés à la partie la plus passionnante du chapitre 11 car dans cette vidéo, nous allons faire un peu de programmation. Plus précisément, nous allons tester le convertisseur AD sur le microcontrôleur STM32F446. Si vous avez une carte de développement Nucléo chez vous, préparez-la et nous allons commencer. Dans cet exemple, la valeur de la tension à la sortie du potentiomètre sera mesurée. Pour cela, nous utiliserons le convertisseur AD de notre carte de développement. La valeur convertie sera affichée sous forme numérique et convertie en tension. Le circuit que nous avons réalisé est illustré sur la figure. Le potentiomètre est placé entre 3,3 volts et le potentiel de masse et la patte centrale du diviseur de tension est connectée à l'une des entrées ADC du microcontrôleur. De plus, vous pouvez voir un schéma de l'écran OLED avec le câblage déjà appris et appliqué. Bien sûr, si vous utilisez un autre microcontrôleur, il se peut que vous deviez connecter chaque composant à une patte différente. Une fois la connexion établie, voyons comment gérer le périphérique ADC. Tout d'abord, nous configurons notre module ADC à l'aide de l'interface graphique CubeMX que nous avons déjà apprise au chapitre 4. Nous avons connecté la sortie du potentiomètre à la patte PCO, donc nous devons configurer cette patte comme une entrée analogique et la nommer par exemple HMI pot. Ensuite, dans le menu analogique de la barre latérale gauche, sous les paramètres d'ADC1, vous pouvez spécifier la configuration que vous souhaitez utiliser pour le périphérique. Voyons quelles options de paramétrage sont disponibles. Nous pouvons régler notre prescalé d'horloge, ce qui influence la vitesse d'horloge de nos périphériques. Les périphériques ADC sont réglés sur l'horloge PCLK2, dont la valeur maximale est de 84 MHz pour le microcontrôleur de la carte de développement. Nous utilisons 16 MHz pour cette tâche. Celle-ci peut être divisée par 2, 4, 6 ou même 8. Nous utiliserons la division par 2 pour ce projet. À la ligne suivante, vous pouvez sélectionner la résolution, c'est-à-dire le nombre de bits que vous souhaitez convertir. Par défaut, la conversion est réglée sur 12 bits, mais cela peut être configuré sur 10, 8 ou 6 bits, auquel cas la conversion sera bien sûr plus rapide, car moins de cycles d'horloge ADC seront nécessaires. L'alignement des données déterminera si le résultat se trouvera dans les 12 bits supérieurs ou inférieurs du registre 16 bits. Nous choisissons maintenant l'alignement à droite. Ainsi, nous obtiendrons le résultat dans les 12 bits inférieurs. Les 4 bits supérieurs restants du registre prendront la valeur 0. Nous devons également sélectionner le mode ADC, qui dans le premier exemple de programme est une conversion unique. C'est-à-dire que le mode de conversion continue doit être désactivé. Les autres options décrites précédemment sont également désactivées. Nous devons également spécifier un événement pour indiquer la fin de la conversion. Cela peut se produire lorsque la conversion de chaque canal est terminée ou lorsque toutes les conversions ont été effectuées. Puisque nous utilisons de toute façon un seul canal ADC, nous pouvons choisir la première option. Dans le menu déroulant suivant, mode de conversion régulière, vous pouvez spécifier le nombre de canaux que vous souhaitez utiliser, qui est dans ce cas 1. Vous pouvez configurer le processus de conversion pour qu'il soit déclenché par un événement externe ou une méthode prédéfinie initiée par le logiciel. Par exemple, une interruption externe peut être générée par les minuteries matérielles du microcontrôleur pour démarrer la conversion à l'expiration d'un délai, ce qui permet d'économiser certaines opérations par rapport à une minuterie logicielle. Dans le cas d'une conversion déclenchée par logiciel, le processus sera lancé par un appel de fonction. La façon de procéder sera expliquée un peu plus tard. Lorsque l'on utilise plusieurs canaux, il faudra classer chaque canal par ordre croissant de conversion. Par exemple, si nous voulons utiliser les canaux ADC 5 et 8, nous pouvons définir la conversion du canal 5 pour qu'elle soit effectuée en premier, puis celle du canal 8.
Enfin, vous pouvez voir à l'écran que pour chaque canal, nous devons également spécifier un temps d'échantillonnage qui est exprimé en cycle d'horloge ADC. Cela signifie combien de temps le condensateur du tampon d'entrée de l'ADC sera chargé avant l'échantillonnage du signal. Bien sûr, plus ce nombre est élevé, plus le résultat sera précis. Il s'agit essentiellement d'une valeur moyennée, même si cela prendra plus de temps. Dans le projet généré, nous pouvons trouver la partie responsable de l'initialisation de notre périphérique ADC dans le fichier adc.c. Regardons cela plus en détail. La bibliothèque HAL nous fournit une structure ADC_handle_type_def qui nous aide à utiliser facilement le périphérique ADC. C'est dans cette structure que nous stockons la configuration de l'ADC et que les fonctions fournies par la bibliothèque opèrent. Nous avons créé une variable globale de type addChandleTypeDef nommée HADC1. Vous pouvez voir le code de configuration généré pour le périphérique ADC sous mxadc init qui contient les paramètres spécifiés dans l'interface graphique. L'élément instance de notre structure HADC indique à quel périphérique ADC de notre microcontrôleur appartiendront les paramètres de configuration. Dans ce cas, il s'agit de l'ADC1 qui correspond essentiellement à l'adresse du registre par lequel nous pouvons accéder au premier périphérique ADC de notre microcontrôleur. Ensuite, nous pouvons voir les éléments à initialiser qui se trouvent tous sous init. La fonction haladsinit effectue la configuration du périphérique ADC. Son exécution appliquera la configuration souhaitée dans le registre approprié. Les paramètres du canal à utiliser sont spécifiés dans une structure de type ADC Channel Conf type IDEF. Celle-ci stocke l'identifiant du canal, sa position dans le classement, ainsi que la durée pendant laquelle le signal sera échantillonné lors de la conversion. La configuration du canal précédemment préparée est transmise à la fonction halad_config_channel. La broche GPIO du canal auquel l'ADC est connecté est également initialisée physiquement. Ceci se trouve dans la fonction haladc_mspinit. C'est ici que l'horloge pour les périphériques ADC et IO est activée. Dans la structure du GPIO, l'identifiant de la broche doit être spécifié sous PIN et le mode doit être défini pour être utilisé en ADC, c'est-à-dire en mode analogique sans résistance de tirage vers le haut. La configuration est validée en appelant la fonction HLGPIOinit avec la configuration IO que nous venons de préparer. Nous utilisons les fonctions pour initialiser l'IOLAC afin qu'il soit utilisé physiquement ainsi que le périphérique ADC lui-même. Le module ADC du microcontrôleur est maintenant prêt à être utilisé. Allons dans le fichier main.c et regardons notre programme. Dans notre premier exemple, nous utilisons notre ADC en mode bloquant. Pour démarrer la conversion en mode bloquant, vous pouvez utiliser la fonction haladc_start, à laquelle vous devez passer la structure représentant le périphérique ADC précédemment configuré. Cette fonction inclut également la gestion des erreurs, qui vérifie par exemple si le périphérique est bien allumé. Sinon, l'ADC est d'abord activé. Mais comment saurons-nous que la conversion est terminée? Ceci est réalisé par la fonction haladc_poll_for_conversion, qui prend en paramètre la structure ADC, utilisée précédemment ainsi que la valeur du délai d'attente. Cela indique le temps maximal en millisecondes à attendre pour que la conversion se termine. Dans notre exemple, la valeur passée est 10, donc nous attendons au maximum 10 millisecondes pour obtenir le résultat de la conversion. Pour illustrer, pendant ce laps de temps, au taux de conversion maximal mentionné précédemment, soit 2,8 MSPS, 28 000 conversions auraient lieu. Si l'opération se termine avant la fin du délai imparti, nous revenons immédiatement au programme principal. Si le délai d'attente est dépassé, la fonction se termine avec une erreur et la conversion a échoué. Le résultat est obtenu à partir du registre DR de l'ADC qui est lu à l'aide de la fonction haladGetValue, puis sa valeur est affichée à l'écran. Je pense que nous sommes prêts à programmer notre appareil. J'ai déjà compilé le projet avec succès et je commence maintenant à téléverser le code sur l'appareil cible. Voyons ce que nous observons lorsque la programmation sera terminée. En ce moment, la programmation est en cours. Et c'est terminé.
Si tout fonctionne, l'écran affichera la valeur de l'ADC sur la ligne supérieure du petit écran OLED. En dessous, vous verrez une valeur numérique comprise entre 0 et 4095, ainsi qu'une valeur entre 0 et 3300 mV. Lorsque vous tournez le potentiomètre, la valeur change. Essayons cela. Vous pouvez voir que si je tourne le potentiomètre vers la gauche, la valeur diminue, et si je le tourne vers la droite, la valeur augmente. Mais ne pensez pas que nous en avons fini avec cela. C'est exact. Le programme que nous venons de présenter, bien que simple, présente un inconvénient majeur. Le microcontrôleur attend que l'ADC termine sa mesure. Voyons maintenant un programme qui utilise le périphérique ADC en mode interruption. Cette méthode permet au microcontrôleur d'effectuer d'autres tâches pendant que la conversion a lieu. Le résultat de la conversion ne sera lu qu'après qu'une interruption signale que la conversion est terminée. Revenons d'abord à l'interface CubeMX et activons les interruptions pour les périphériques ADC. Vous pouvez faire cela dans les paramètres du contrôleur d'interruption ou paramètre NVK pour faire court, c'est-à-dire les paramètres du contrôleur d'interruption vectoriel imbriqué. En revenant à notre programme, l'interruption est initialisée dans la fonction HLADC MSPinit comme suit. Lors de l'initialisation, vous devez attribuer une priorité à l'interruption ou activer l'interruption elle-même. Dans un logiciel plus complexe où plusieurs interruptions peuvent être utilisées, il est judicieux de définir l'ordre de priorité approprié. Une fois cela terminé, revenons à nouveau au fichier main.c. Dans ce cas, nous pouvons démarrer la conversion en appelant la fonction aladStartIT. À l'intérieur de celle-ci, l'interruption ADC est activée. Les manipulations de bits dans les registres sont effectuées de manière similaire au cas précédent. Une fois la fonction terminée, le microcontrôleur continue d'exécuter le programme principal et n'attend pas le résultat. À la fin de la conversion, une interruption matérielle est générée par le périphérique ADC, ce qui déclenche le gestionnaire d'interruption ADC et à l'intérieur de celui-ci, la fonction de rappel aladSecondVCPIT que nous devons écrire. Comme la fonction de rappel ne sait pas quel périphérique l'a appelé, le paramètre pointeur HADC passé pointera toujours vers la variable locale HADC dans la déclaration. Si par exemple HADC1 ou HADC2 étaient spécifiquement mentionnés, cela ne renverrait le résultat que pour ce périphérique en ignorant quel ADC appelle la fonction de rappel. Nous plaçons notre fonction qui lit le résultat de la conversion dans la fonction de rappel, car à chaque exécution, nous pouvons être certains d'obtenir le résultat d'une nouvelle lecture. Si besoin, nous pouvons appeler la fonction aladStopIT pour arrêter le convertisseur AD. Mais cela n'est pas inclus dans le code d'exemple. Le code est maintenant prêt, compilez-le et exécutez-le. Attendons que le programmateur ait terminé. Je vois qu'il a été mis à jour. C'est exact. Ce que l'on peut constater, c'est que du point de vue de l'utilisateur moyen, si l'on regarde le fonctionnement, il n'y a pas beaucoup de différence. Cependant, nous savons que le code est bien plus optimal que dans le cas précédent. Mais si l'on considère l'utilisateur moyen, lui, et probablement vous aussi, bien sûr, remarquerez que la valeur change et saute un peu, même si le potentiomètre n'est pas touché. La mesure est donc un peu incertaine et imprécise. Cette imprécision peut être due à des erreurs internes de l'ADC ou à du bruit de mesure. Heureusement, il existe une solution simple pour améliorer cela en augmentant le temps d'échantillonnage de l'ADC. Réglez le temps d'échantillonnage du canal ADC à 480 cycles d'horloge dans l'interface de configuration de l'appareil CubeMX. Ensuite, régénérez le code source après avoir enregistré. Dans ADC-C, vous pouvez voir que la configuration du canal a été modifiée, passant des 3 cycles précédents à 480 cycles. Donc, essentiellement, nous obtiendrons la moyenne de 480 instants consécutifs du sigma. Voyons comment notre code modifié va se comporter. Pour cela, compilez le code et téléversez-le sur la carte Nucleo. La LED clignote, donc c'est en cours. Oui, l'écran vient juste d'être mis à jour. C'est ça.
et vous verrez que les valeurs sautent un peu moins sur notre petit écran. Maintenant, la question est-ce que cela nous satisfait ou voulons-nous quelque chose d'encore mieux? Eh bien, je pense que si nous sommes allés aussi loin, la dernière chose à faire serait de créer un programme qui effectue une moyenne un peu plus sophistiquée que la solution précédente. Calculons une moyenne mobile. Cela signifie que notre résultat actuel sera toujours la moyenne de la dernière valeur mesurée et du nombre spécifié de valeurs mesurées précédemment. Dans notre exemple, la moyenne est calculée à partir de 25 valeurs converties consécutives. Pour la calculer, nous avons besoin d'un tableau, d'une variable contenant la moyenne mobile et d'un pointeur pour garder la trace de l'endroit où le résultat de la dernière conversion a été placé dans le tableau. Cet indicateur est incrémenté après chaque conversion. Exactement 25 conversions plus tard, nous reviendrons au premier élément du tableau afin que seules les 25 valeurs les plus récentes soient toujours incluses dans notre tableau. Dans le fichier main.c de ce programme, nous créons d'abord les variables nécessaires, cette fois de manière globale. Le tableau de moyenne ADC stockera les résultats des 25 dernières mesures. Le pointeur P average CNT pointera vers le dernier élément modifié et la moyenne des valeurs du tableau sera stockée dans la variable AVG. Dans la boucle Eager, l'ADC démarre en mode bloquant, puis la conversion est vérifiée pour voir si elle a réussi. Si c'est le cas, le résultat est lu et stocké à l'emplacement approprié dans le tableau. Si le pointeur dépasse la taille du tableau, il est à nouveau ramené au début du tableau. Après avoir enregistré la valeur, la variable d'index est incrémentée et la variable utilisée pour stocker la moyenne est réinitialisée. Enfin, une boucle for est utilisée pour additionner les éléments du tableau. Puis nous divisons par le nombre d'éléments pour obtenir la moyenne. Mais comme le dit le proverbe, la preuve du code, c'est de l'exécuter, alors faisons-le maintenant. Un instant, je lance la compilation et téléverse le code sur le microcontrôleur. La programmation sera bientôt terminée. J'espère que la LED clignote. Oui, c'est le cas. Et la LED s'est simplement bien allumée. C'est exact. Et maintenant, voyons ce qui s'est passé. On peut voir que cela donne une valeur plus stable, qui change plus lentement sur l'affichage. Cependant, on peut observer que lorsque le potentiomètre est tourné, la nouvelle valeur change beaucoup plus lentement par rapport aux exemples précédents. C'est parce que le changement est détecté plus tard à cause de la moyenne. Cela a eu un effet positif sur la précision de la mesure et a également permis de réduire avec succès l'ampleur des excursions, bien que cela se fasse au détriment de la rapidité. Je pense que notre petit programme a atteint son objectif et nous pouvons maintenant clore le chapitre 11. Dans ce chapitre, nous avons été introduits au périphérique ADC, d'abord de manière générale, puis spécifiquement pour ce microcontrôleur STM, et enfin, nous l'avons testé en pratique. Nous espérons que ce chapitre vous a aidé à comprendre comment fonctionnent les ADC et qu'il vous a inspiré à appliquer ce que vous avez vu dans cette vidéo à vos propres projets. Nous vous recommandons également de lire la version écrite du chapitre, où nous approfondissons certains points à l'aide de quelques encadrés. Par exemple, quels sont les écueils lors de la mesure avec un ADC. Car comme tout, malheureusement, ils ne sont pas parfaits. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de Crystal Clear Electronics 2, car de nombreux sujets intéressants restent à découvrir. Rejoignez-nous la prochaine fois. Au revoir. Au revoir.